Certains d'entre vous ont probablement vu ces photos d'un navire géant venu en baie de Saint-Brieuc pour l'installation d'éoliennes offshore, encerclé par des petits navires de pêche qui manifestent très bruyamment leur opposition. Alors, la pêche doit désormais composer avec beaucoup d'activités récréatives, productives, voire industrielles en mer. Ça peut être très conflictuel, comme le montre cet exemple. L'enjeu, c'est d'organiser la cohabitation. Prenez le port de Caroman, en rade de l'Orient, deuxième port de pêche français en volume débarqué. Cette rade, la pêche la partage avec des activités militaires, de transport maritime, mais aussi avec des activités de plaisance et de course au large qui sont en pleine expansion. Et dès la sortie de la rade, la pêche est confrontée à un grignotage de l'espace pêchable, investi par de nouveaux usages, avec un projet de parc éolien flottant, des zones d'extraction de granulats, des zones de clapage de bouts de dragage du port. Et même si ce n'est pas un usage en tant que tel, des aires marines protégées sont créées, comme le site Natura 2000 de l'île de Groix, et sont de plus en plus nombreuses et vastes. La pêche doit gérer sa cohabitation avec d'autres. Alors c'est pareil pour l'aquaculture, les ostréiculteurs du golfe du Morbihan doivent composer avec de multiples activités récréatives, navigation de plaisance, plongée, baignade, mais aussi productives, par exemple la pêche à pied professionnelle, et même un projet de développement d'énergie marine renouvelable, cette fois hydrolien. Alors, si la pêche et l'aquaculture n'ont jamais été seules en mer, il y avait aussi des activités de défense, notamment de transport, elles sont aujourd'hui confrontées à la montée en puissance d'activités qui occupent de plus en plus de place. Donc s'intéresser à la pêche ou l'aquaculture, ça n'est pas seulement observer une activité et une filière, c'est aussi s'intéresser à la conciliation de multiples usages de la mer. Alors, tous les usages de la mer et de la bande côtière peuvent être classés de différentes façons. On y trouve des usages productifs, récréatifs et, à terre, résidentiels. Plus précisément, la mer est le lieu d'usage extractif de ressources halieutiques, minérales par exemple. Elle est utilisée comme un réceptacle de bouts de dragage, de rejets industriels ou domestiques. Elle est utilisée pour des sports et loisirs de nature, donc des usages récréatifs. Et elle est l'objet d'activités de conservation de l'environnement spatialisées avec des aires marines protégées ou non. Alors quels sont les usages qui posent aujourd'hui le plus de problèmes de cohabitation ? Certains usages ne sont pas nouveaux, mais leur croissance continue. L'attractivité du littoral pour des usages résidentiels ou récréatifs, alimente des rejets en mer et les usages récréatifs peuvent gêner les activités de pêche ou d'aquaculture. L'ostréiculture, par exemple, a besoin d'une eau de qualité. Les pollutions d'origine agricole, mais aussi les débordements de stations d'épuration sont des menaces. Elle a besoin d'occuper une interface terre-mer extrêmement convoitée par ses activités résidentielles et récréatives. D'autres usages sont nouveaux ou en tout cas en plein développement. La mer est un front pionnier industriel pour la transition énergétique, avec des projets d'énergie marine renouvelable, mais aussi pour des activités extractives, notamment minières, qui de fait devraient s'y développer. Le troisième type d'activité, c'est le développement d'aires marines protégées, issues d'exigences croissantes de conservation de la biodiversité marine. Alors est-ce qu'il faut dire, comme ce patron de pêche que nous avons rencontré sur le port de l'Orient, que la pêche n'a plus d'avenir, car l'espace est de plus en plus restreint et que la ressource sera affectée par tous ces usages ? Bien, ces nouveaux usages créent des risques, de réduction des espaces exploitables, de qualité de l'eau, mais ceci crée aussi des opportunités. Dans le golfe du Morbihan, par exemple, beaucoup d'ostréiculteurs développent des activités de vente directe et de restauration, certains font visiter leur parc. On peut aussi avoir une meilleure gestion localisée de ressources par des aires marines protégées qui, par ailleurs, soutiennent le développement d'activités durables, comme en mer d'Iroise où le parc marin travaille avec des pêcheurs partenaires. Mais ça suppose de travailler ensemble, de dialoguer et de coopérer. Alors ce qui est sûr, c'est que le métier de pêcheur ou d'aquaculteur, ce n'est plus seulement collecter des poissons ou élever des huîtres ou des moules puis les vendre. C'est aussi dialoguer avec d'autres usages de la mer pour organiser la cohabitation et la conciliation de ces usages, et de l'existence et de la qualité de ce dialogue dépendront en partie le futur de ces activités. Alors je voudrais finir avec quelques principes de base à garder en mémoire pour mener ce dialogue. 1. Il ne s'agit pas de partager l'espace comme on partage un gâteau. Ça pour toi, ça pour moi. Car dans ce cas, chacun
perd un espace de pratique et l'accès à des ressources. Donc il s'agit autant que possible de concilier les usages au vu des besoins de chacun sur un même espace. Les théories de la négociation distinguent la négociation distributive ou conflictuelle, ça c'est le partage du gâteau, de la négociation intégrative où on essaie d'intégrer les points de vue et les besoins des uns et des autres dans un même accord. Cette négociation, elle est coopérative, on l'appelle aussi négociation concertative, elle suppose de se rapprocher pour mieux se connaître et au final se coordonner, c'est de la concertation. Deuxième point, pour ce qui est des activités halieutiques développées en zone côtière, tout ceci relève notamment de ce qu'on appelle la gestion intégrée des zones côtières, que l'on définit comme un processus dynamique qui réunit les autorités et l'ensemble des acteurs concernés pour préparer et mettre en œuvre un plan pour la protection et le développement des systèmes et ressources côtières, en privilégiant les ressources et leurs usages raisonnés et raisonnables. Alors, ceci suppose d'engager les acteurs de la pêche et de l'aquaculture avec les autres usagers de la mer, et ceux qui veulent la protéger, mais aussi avec ceux qui interagissent sur l'interface terre-mer dans un dialogue dont émergera un plan, en tout cas une perspective commune. Troisième point, mener à bien cette concertation, ça suppose parfois de faire appel à des spécialistes de la concertation qui vont l'organiser et faciliter le dialogue entre des acteurs qui n'ont ni les mêmes cultures, ni les mêmes langages. La concertation, ça ne se résume pas à faire des réunions. Il existe une ingénierie de la concertation, mais ce sont des compétences qui sont très insuffisamment mobilisés. Travailler au service de la pêche et de l'aquaculture devrait supposer d'acquérir des compétences dans ce domaine ou, à minima, de savoir les mobiliser. Dernier point, l'objectif c'est de limiter les contraintes subies par la pêche et l'aquaculture, mais aussi de rechercher des synergies. Les pêcheurs ont souvent été extrêmement inquiets face à l'éruption d'aires marines protégées. Mais certains d'entre eux, après avoir joué le jeu du dialogue, en ressortent gagnants. Ils ont travaillé, par exemple, avec le Parc national de Port-Cros, à la mise en place d'un système de licence qui permet de réguler la pêche de loisirs. Dans le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, les pêcheurs à pied professionnels bénéficient d'un label parc pour la palourde du banc de Truscat, qui est associé à une grande attention accordée à la gestion de la ressource. Il y a donc des synergies possibles avec des bénéfices mutuels. C'est cela que l'on doit rechercher.